Bonjour, alors je vais vous proposer une nouvelle vidéo sur le thème des vaccins, théorie du complot et des moyens, surtout des moyens de défendre vraiment sa liberté dans le monde qui vient. Bon, ça sera a priori la dernière sur le sujet. Après, je reprendrai mes vidéos classiques sur la bourse et l'économie. Donc ce qu'on peut dire au niveau des vaccins, vous avez sans doute entendu parler dans la presse, dans les médias, des études qui sont tombées sur l'affaiblissement de l'efficacité des vaccins. J'en avais parlé dans les vidéos que j'avais fait précédemment sur les pertes d'efficacité possibles au fil du temps. Alors il faut bien savoir de quoi on parle lorsqu'on mentionne le terme d'efficacité. Les études portent sur la transmission de la maladie et les infections symptomatiques ou simplement les tests PCR positifs. Elles ne portent pas sur l'essentiel, ce qui est largement plus important pour moi, c'est-à-dire les formes graves de la maladie. Donc ce que nous disent ces études et que j'avais déjà évoqué dans la précédente vidéo sur les vaccins, c'est que en gros l'immunité collective est hors de portée. Bon, j'y croyais déjà très peu, maintenant on est certain ou quasiment certain qu'on ne peut pas atteindre l'immunité collective avec les vaccins. Ça me dérange absolument pas, ça n'est absolument pas un problème. J'ai jamais attendu une telle chose des vaccins, comme je vous l'ai dit. Tout ce que j'attends des vaccins, c'est qu'ils nous protègent contre les formes graves de la maladie, donc qu'ils évitent les confinements et la fermeture de l'économie. C'est ça qui est vraiment essentiel pour moi, c'est qu'on ait la liberté de déplacement et la liberté d'entreprendre. Ça sont vraiment les libertés fondamentales dans notre société. Pour l'instant, les vaccins remplissent cette mission parfaitement. On va le voir dans les derniers chiffres qui sont tombés. Donc là, c'est des études en France. En fait, il y a eu donc entre le 19 et le 25 juillet, vous avez ici donc le nombre de cas par million d'entrées en soins critiques par million d'habitants en France. La barre rouge, ce sont les non-vaccinés. Vous voyez qu'on est à 9, un petit peu plus de 9 cas par million. Et la barre verte, en dessous de 1 par million, ce sont les personnes complètement vaccinées. Bon, on est sur un ratio qui va de 1 à 12. Donc il y a vraiment une efficacité considérable des vaccins. Et ça se confirme sur les données les plus récentes. Donc j'ai les données du 15 août, toujours sur 7 jours glissants. On était donc sur 7 jours à 3,7 par million d'entrées en réanimation chez les vaccinés et 27 et quelques par million chez les non vaccinés. Donc on est sur un ratio de 1 à 9. Et pourtant, il faut bien noter que chez les non vaccinés sont en moyenne une population plus jeune que les vaccinés. Il y a beaucoup plus de jeunes non vaccinés que de personnes âgées non vaccinées. Donc on devrait au contraire avoir un ratio qui serait en faveur des non vaccinés. Vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. Donc si on tenait compte de l'âge des différents groupes, on aurait une efficacité réelle encore plus grande. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des études montrent que pour les formes graves de la maladie, on est sur des niveaux de protection de l'ordre de 90% ou un petit peu mieux, et ça reste tout à fait bon. Il y a quand même des choses auxquelles je ne peux absolument pas vous répondre. Bon, il n'y a pas de débat possible sur l'efficacité des vaccins. Là, c'est sur les formes graves, toutes les études convergent. Sur leur sécurité, toutes les études sérieuses publiées dans de vraies revues scientifiques convergent aussi sur une excellente sécurité. Après, il y a toujours des gens sur YouTube et autres qui vont inventer des tas de choses parce qu'ils sont en manque de notoriété ou qu'ils ont besoin de vendre des médecines alternatives ou je ne sais quoi d'autre. Il y a plein de motivations possibles, mais il n'y a rien de sérieux que les anti-vaccins ont réussi à produire jusqu'ici. Bon, par contre, il y a quand même de vrais sujets sur le vaccin. Bon, la durée de la protection face aux formes graves, je ne la connais pas. On sait qu'elle est d'au moins 6 mois. Elle doit sans doute aussi décliner avec le temps. Si l'efficacité sur la transmission décline, bon, l'efficacité sur les formes graves pourra aussi décliner plus tard. C'est pas spécialement gênant. Si ça décline beaucoup, il y a toujours la possibilité de faire des rappels de vaccins. Et ensuite, on a toujours là aussi une possibilité, là je n'ai pas de réponse, d'apparition de variants qui seraient vraiment plus résistants.
Là, c'est pas évaluable, mais on sait aussi, comme pour la grippe, mettre à jour les vaccins. Donc, a priori, je ne vois pas de problème majeur qui arriverait dans les mois qui viennent. Mais bon, je ne suis pas devin à ce niveau-là, évidemment. Au niveau de la sécurité, un petit point, donc on a eu aussi une grande étude en Israël, hein, il y en a plein d'autres qui sont tombés avant, sur 1,7 million de personnes, donc ça concerne le vaccin Pfizer, mais les autres ressemblent beaucoup à ce qu'on observe dans cette étude. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement quelques effets secondaires, hein, ça je ne vous apprends rien. Les effets secondaires les plus fréquents qui sont relevés dans l'étude, effets secondaires significatifs, lymphadénopathie, hein, ça c'est simplement des ganglions qui sont enflés, bon, c'est pas un effet secondaire très grave, et des résurgences d'infections au virus herpès. Hein, une majorité de la population a le virus herpès qui est latent dans son organisme. Et le vaccin Pfizer peut provoquer des résurgences de ce virus. Là aussi, ce n'est pas du tout un effet secondaire très grave. Les choses un petit peu plus graves, donc les myocardites 1 pour 100 000, pardon 3 pour 100 000, c'est pas toujours loin de là des affections graves. Hein. Il y a des tas de myocardites qui sont tout à fait bénignes et qui guérissent sans aucun problème. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est que si vous êtes infecté par le Covid, vous avez un risque de myocardite qui est 3 à 4 fois supérieur à celui qui est déclenché par le vaccin. Donc dans quasiment tous les cas, vous voyez que les barres jaunes sont largement au-dessus des barres bleues. Ça signifie que les effets secondaires du virus sont infiniment plus fréquents et plus graves que ceux qui sont provoqués par le vaccin. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur le vaccin. On va en venir maintenant à l'essentiel de la vidéo, c'est-à-dire comment on défend et comment on garantit ses libertés dans un monde qui est de plus en plus oppressif vis-à-vis des libertés. La chose fondamentale à comprendre en matière de liberté, c'est c'est quelque chose qui est complètement lié à l'aversion au risque. Si vous avez une aversion au risque élevé, vous serez en recherche de sécurité en permanence, donc à la merci de n'importe quel État, de n'importe quelle personne qui va vous vendre de la sécurité, et vous serez prêt à céder toutes vos libertés pour ça. Donc dans les sociétés, plus une société a une aversion au risque élevé, plus elle veut appliquer de principes de précaution en tout genre, plus les libertés risquent de reculer ensuite dans cette société. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et on est en ce moment dans une société où l'aversion au risque devient effectivement pathologique. Bon, faire un confinement général de toute une société pour une maladie qui n'a pas un taux de létalité très élevé. Hein. Le Covid est clairement plus dangereux que la grippe, mais ce n'est pas non plus des choses comme la peste ou la variole. Hein. C'est une maladie on va dire, de gravité intermédiaire. Ça, c'est typique d'une aversion au risque très élevée. Paniquer, là aussi, croire en la fin du monde parce qu'on aurait éventuellement 2 ou 3 degrés ou même 4 degrés de plus sur la planète, c'est pas certain, hein, dans les décennies, dans 50 ou 100 ans, là aussi, c'est de l'aversion au risque maladive. Donc tout ça, l'aversion au risque, c'est vraiment l'ennemi de la liberté. Donc posez-vous la question vous-même à votre propre niveau, votre niveau d'aversion au risque. Si vous avez peur du risque, vous ne pourrez pas avoir beaucoup de liberté dans ce monde et dans votre vie. Alors, je vous ai déjà parlé du cycle de Tytler, hein, qui est une grille d'explication intéressante. Bon, c'est pas suffisant, évidemment, pour expliquer toutes les évolutions sociales. Et il y a des notions qui datent un peu, hein, style foi en Dieu. Bon, la religion a moins d'importance dans nos sociétés aujourd'hui. Malgré tout, l'idée générale, c'est qu'en phase ascendante du cycle de Tytler, c'est-à-dire lorsqu'on va ici des étapes servitude vers les étapes abondance, le niveau d'aversion au risque de la société est faible. Lorsque les gens se battent pour la liberté, ils sont prêts à prendre pas mal de risques dans leur vie, soit au niveau de l'entreprise, soit dans d'autres domaines.
Une fois que l'abondance est obtenue dans une société, les gens, au contraire, vont chercher à éliminer l'aléa. Ils supportent de moins en moins l'aléa. Ils veulent de plus en plus de protection dans leur vie. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, les libertés qu'on observe vont reculer dans la société. Donc évidemment, en ce moment, on est en plein dans cette étape en France de situation où les foules recherchent de la protection en permanence, ont peur de tout aléa, ont peur de tout risque. C'est amplifié par le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans des grandes villes, dans des ambiances complètement aseptisées, qui n'ont jamais subi de vrais aléas en montagne, en mer, etc. Donc voilà, ça c'est caractéristique des sociétés occidentales aujourd'hui. Ça se retrouve, j'en reviens un petit peu au vaccin, ça se retrouve dans le mouvement anti-vaccin. Il y a une question que vous devriez vous poser. Pourquoi en mars 2020, quand on a attaqué les libertés vraiment essentielles, c'est-à-dire la liberté de déplacement qui est la plus importante, qui est au-dessus de toutes les autres libertés, la preuve c'est que lorsqu'on met quelqu'un en prison, on le prive de liberté de déplacement, on ne le prive pas d'une autre liberté. Donc on a attaqué à ce moment-là la liberté de déplacement et on a attaqué la liberté d'entreprendre en fermant arbitrairement des tas d'activités et personne n'a réagi. Il y a eu 90% d'approbation, il y a eu des applaudissements généraux, tout le monde a gentiment coopéré et ça a continué avec les confinements suivants. En Australie, ils en sont au 5e ou 6e et il n'y a quasiment personne qui réagit dans les rues, tout le monde continue d'être content de ces confinements ou presque en dehors d'une toute petite minorité totalement incapable de faire bouger les choses. Pour le mouvement anti-vaccin, par contre, lorsqu'on a mis en place donc le pass sanitaire, qui est une petite privation de liberté, c'est juste une petite piqûre qui dure 1 heure, ça n'a rien à voir comme privation de liberté avec un confinement, mais bon, c'est une liberté qui est quand même respectable, hein, je ne critique pas du tout. Là, il y a eu beaucoup plus de réactions. Ça, c'est typique d'une population qui est en recherche, qui est en situation d'aversion au risque. Quand on regarde les principales motivations des anti-vaccins, je vous les ai détaillées ici. Il y a la peur de la nouveauté et de l'inconnu. Voilà, le vaccin est nouveau, il y a une technologie à ARN messager qui fait encore plus peur. On ne comprend pas, les anti-vaccins estiment qu'on ne connaît pas assez les risques. Je vous ai dit que ce n'était pas justifié, mais peu importe. Ça, c'est typiquement de l'aversion au risque. C'est la peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu, la peur de l'aléa. Il y a une frange des anti-vaccins qui est ce que j'appelle le courant naturaliste écologiste, ou les bobos bio, qui disent voilà, tout ce qui n'est pas naturel est mauvais, dangereux. Là aussi, on est dans la peur de l'avenir, dans la peur de la technique, dans la peur de la modernité. Faut vous rappeler qu'au 19e siècle, il n'y avait que du bio, que des circuits courts, pas de vaccin, pas de 5G, tout était merveilleusement naturel et on avait 40 ans d'espérance de vie. Hein. Donc c'est pas forcément un courant qui a raison, hein, très loin de là, mais là aussi on est dans l'aversion au risque. Il n'y a que 2 composantes du mouvement anti-vaccin qui ne sont pas vraiment motivées par l'aversion au risque. Il y a ceux qui veulent juste exprimer une opposition au gouvernement et qui n'ont pas confiance dans les institutions. Ça peut se défendre. Et il y a ceux qui sont dans une structure paranoïaque et qui croient dans les théories du complot. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais je leur reconnais le mérite de s'opposer à l'État profond et de défendre les libertés. Donc ces personnes-là, elles ne le font peut-être pas dans la bonne direction, mais au moins elles ne sont pas, je pense, dans l'aversion au risque. Mais les 2 composantes principales, les 2 premières, sont bien dans l'aversion au risque. Et c'est la motivation principale aujourd'hui du courant anti-vaccin. Ce n'est pas la défense de la liberté. Donc sur les théories du complot et la liberté maintenant. Alors j'ai des points communs, comme je vous l'ai dit. Comme les partisans des théories du complot, je suis tout à fait contre l'État nounou, le Deep State. Je suis tout à fait contre les utopies universalistes. La raison est très simple, hein, c'est que le jour où on fait plus un gouvernement et intégré dans un large nombre de pays, plus on a des grosses structures, que ce soit européennes, voire mondiales,
moins on a de possibilités de concurrence entre les États et du coup, moins on a au final, moins on a de liberté. Aujourd'hui, si je ne suis pas content de ce que fait la France, je peux toujours aller voir ailleurs, faire jouer la concurrence. Et ça limite le pouvoir de l'État français. En fait, il sait très bien, l'État français, que s'il va trop loin dans un sens, les gens vont aller voir ailleurs, ou une part significative va aller voir ailleurs, et à ce moment-là, il perdra ses ressources. Donc il ne peut quand même pas faire n'importe quoi. Le jour où vous avez un gouvernement mondial, il n'y aura absolument pas de limite à ce que ce gouvernement pourra faire donc, au niveau de l'oppression de ses citoyens, parce qu'il n'y aura aucune concurrence en face, donc il aura le monopole. Voilà, donc on a des points communs. Après, voilà, les points communs s'arrêtent là pour moi. Les partisans des théories du complot, ils croient dans l'existence. En gros, ils ont une narration dans laquelle il y a un gentil peuple qui est victime d'une poignée de méchants comploteurs, et il suffirait de se soulever contre le boss de fin de niveau comploteur pour miraculeusement ensuite retrouver la liberté. Et voilà, donc ça c'est le genre de conte de fées auquel les partisans des théories du complot, en tout cas beaucoup d'entre eux, croient. Moi je suis beaucoup plus pessimiste en réalité, mais à mon avis réaliste. Pour moi le problème, il vient pas du tout des comploteurs, il vient de la société elle-même, du sentiment de foule dominant. Pour les confinements, bon c'était une révélation pour moi, mais on va dire une révélation salutaire, on a eu 90% d'approbation au confinement de mars 2020. Ça, c'est pas des comploteurs, c'est l'ensemble de la foule qui a été à fond pour des privations majeures de liberté. Donc voilà, pour moi, si vous voulez vraiment défendre votre liberté, vous perdez votre temps complètement si vous imaginez qu'en vous soulevant contre des comploteurs imaginaires, vous allez améliorer votre situation. C'est tout à fait vrai que les élites sont universalistes, sont plutôt collectivistes, mais elles ne s'en cachent absolument pas. On sait très bien qu'Emmanuel Macron est a des idées universalistes, que Biden aussi, que des tas de dirigeants en ont, et les gens continuent à les élire. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un soutien majoritaire de l'opinion pour ces théories. Donc ils ne s'en cachent pas du tout, ils ne complotent pas, ils sont tout à fait clairs vis-à-vis de nous là-dessus. Donc pour moi, les actions collectives, c'est la perte de temps, c'est complètement sans espoir face à un adversaire qui est en réalité le sentiment de foule dominant, qui est la majorité de la société. Vous avez deux stratégies efficaces. Chercher les failles du système, c'est souvent possible, hein. Bon, moi, face au confinement, j'ai subi une semaine, 10 jours. Après, j'ai très vite trouvé le moyen de commencer à contourner le dispositif, à faire des attestations de circonstances, à savoir où étaient les barrages de police pour continuer à faire ce qui m'importait, c'est-à-dire mes sorties en montagne et en nature. Évidemment sans mettre personne en danger, hein. Je sais très bien comment me protéger du Covid et comment protéger les autres aussi, donc j'ai respecté l'esprit du confinement qui est de ne pas faire circuler le virus, mais par contre évidemment en préservant ce qui était des libertés importantes pour moi. Donc ça, les failles, ça fonctionne. Un siret de circonstances contre les confinements, c'est l'arme absolue, hein. Une fois que vous avez ça, il n'y a plus aucun souci. Mais évidemment, ça ne marche pas éternellement. Il y a un moment où le niveau d'oppression devient tel que même en cherchant les failles du système, vous n'y arrivez plus. À ce moment-là, il faut que simplement, la seule solution efficace, c'est s'exiler dans des sociétés où le sentiment de foule ne sera pas contre vous, sera meilleur. Donc pour moi, la principale menace de long terme sur les libertés dans les sociétés occidentales, c'est pas le Covid, c'est pas le vaccin, c'est le projet climato-alarmiste, c'est les notions des 2 tonnes de CO2 par habitant qui sont proposées par le GIEC. Donc si on adopte ces mesures pour arriver à 2 tonnes de CO2 par habitant, dans l'état actuel de la technologie, c'est le PIB moyen d'un Bolivien. Pour imposer ça à tout le monde, il faudrait évidemment une dictature collectiviste féroce avec rationnement de la population. Donc c'est une pure folie évidemment.
Mais c'est quelque chose qui peut arriver sur le long terme, à échéance de 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut voir, ça ne va pas arriver dans un an, évidemment. Ça se fera très progressivement. On pénalisera de plus en plus les voitures, les avions, la liberté de déplacement, tout doucement. Et à chaque fois, vous risquez d'avoir une population qui finalement approuve, parce qu'elle a approuvé massivement les confinements jusqu'ici. Donc il n'y a pas de raison pour qu'elle n'approuve pas des restrictions de ce genre après. Donc si ça arrive, dites-vous bien que vous aurez à la fois plus de liberté de déplacement et plus de liberté d'entreprendre et de vous enrichir non plus, puisque si on vous limite à 2 tonnes de CO2 par habitant, et ça servira à rien d'accumuler des richesses, puisque vous ne pourrez pas en profiter par la suite. Donc voilà, ça il faudra vraiment surveiller très attentivement ces mouvements à l'avenir. Je ne dis pas du tout qu'ils auront forcément gain de cause, peut-être qu'à un moment le peuple en aura marre et finalement il se dira on avait tort au niveau de l'environnement, mais j'ai quand même de gros doutes. Vous avez des pays dans lesquels on est à peu près certain que ces mouvements ne prendront pas, c'est la Russie, l'Europe de l'Est, l'Asie du Sud-Est. Alors c'est vrai qu'il y a peu de liberté aujourd'hui en Asie du Sud-Est, hein. On va me dire, ouais, le Vietnam, la Thaïlande, ils font des confinements durs, etc. C'est pas faux du tout, mais ils sont dans la phase ascendante du cycle de Tytler, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y ait beaucoup plus de liberté dans ces pays, on verra bien. Donc ça c'est des solutions. Il y a l'Europe du Nord qui m'a pas mal surpris quand même sur 2020-2021. On a vu que finalement ces pays préservaient beaucoup les libertés face au Covid. Ils ont très peu confiné. La Suède n'a pas du tout confiné. Elle a très peu fermé d'entreprises. Mais même les autres pays d'Europe du Nord, style Danemark, Norvège et autres, ils ont fait que des confinements très partiels, très légers, qui n'avaient rien à voir avec ce qui était fait en France. Donc ils ont marqué clairement des points. J'ai des doutes face à l'environnementalisme, parce que leur population est assez environnementaliste, mais en même temps, faut bien reconnaître qu'ils ont su préserver les libertés en 2020-2021. Donc pour moi, ce sont des pays qui commencent à m'intéresser. Vous avez un article dans Zero Hedge qui est paru aujourd'hui, je vous le proposerai en lien dans la vidéo, qui montre d'ailleurs qu'au niveau économique, finalement, ce sont des pays qui sont assez libéraux, contrairement à ce qu'on croit. Ils ont un taux d'imposition relativement élevé, mais c'est essentiellement des impôts type TVA, donc ce ne sont pas des impôts trop progressifs qui pénalisent les créateurs de richesses. Les impôts sur les sociétés sont faibles, donc il y a quand même pas mal d'atouts dans ces pays d'Europe du Nord. Donc à voir. Et un dernier conseil pour défendre vos libertés, évidemment, fuyez les grandes villes, parce qu'à chaque fois, c'est l'endroit où l'État pourra le plus facilement vous contrôler et contrôler tous vos faits et gestes si vous habitez dans des grosses villes. Alors l'argent dans tout ça, puisque c'est l'objet de toutes mes formations, des lettres que je propose sur Objectif Éco. C'est un moyen d'acheter du temps libre, évidemment, dans votre vie, un moyen de pouvoir contourner plus facilement, de trouver plus facilement la faille lorsqu'on est dans un système oppressif, et c'est surtout un moyen à long terme d'avoir de la marge de manœuvre en termes de choix de pays d'exil si un jour ça devenait nécessaire. Donc évidemment, c'est une composante essentielle dans la recherche de liberté à long terme. Donc voilà pour cette vidéo sur le thème de la liberté, hein. Tout ce que je peux vous dire dans votre vie, soyez pragmatique avant tout, soyez efficace. Comme je vous le disais, les actions collectives, il y a les chances de réussite, j'y crois extrêmement peu. Pensez au niveau individuel, pensez au niveau de votre petit cercle d'amis, de votre famille, et pas au-delà, ça fonctionnera beaucoup mieux.